Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture de juillet et mon premier point lecture d'août, puisque ça va être un petit mélange des deux. Dans ce point lecture, je vous parlerai donc tout d'abord des 3 romans que j'ai lus juste avant de partir en vacances et ensuite des 2 premiers romans que j'ai lus pendant mes vacances. Je suis maintenant ici en Espagne, dans la location de la maison que vous pouvez voir derrière. Il fait très beau, il fait chaud et j'ai lu pas mal de livres, mais je vous parlerai de tout ça plutôt dans un prochain point lecture. Dans celui-ci, je vous parlerai donc tout d'abord de Dîner à Montréal par Philippe Besson. Je vous parlerai ensuite du tome 3 de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel par Christelle Dabos. Puis ce sera au tour du second tome de Stronger Forever par Holly Bourne. Et ensuite, je passerai à mes lectures de vacances, à savoir tout d'abord Mazie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés par Jamie Attenberg. Et ensuite, je vous parlerai de Mon Éden, écrit par Hélène Duvar. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Dîner à Montréal par Philippe Besson. C'est publié aux éditions Julliard et c'est un roman qui est sorti en mai. Il est maintenant disponible chez Audible comme c'est le cas de tous les romans de Philippe Besson et en général ils sont d'ailleurs très bien lus. J'ai lu pour ma part de Philippe Besson pas mal de ses romans et j'ai particulièrement apprécié Arrête avec tes mensonges, Un certain Paul d'Arigrand et Les Passants de Lisbonne qui sont vraiment les 3 que je vous recommande. Pour celui-ci, Dîner à Montréal, ça se passe en fait dans la continuité d'un certain Paul d'Arigrand. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire tout d'abord Arrête avec tes mensonges, qui raconte la première histoire d'amour avec un homme de Philippe Besson quand il était au lycée. Ensuite, on a un certain Paul d'Arigrand qui se passe pendant ses études et dans laquelle il parle de son histoire d'amour avec un certain Paul d'Arigrand, qui est lui engagé auprès d'une femme. Et en fait, Philippe Besson va retomber plusieurs années plus tard, nombreuses années plus tard, sur Paul d'Arigrand quand il est à Montréal en dédicace et ils vont donc partager un dîner ensemble. Ce dîner est très rapidement évoqué dans Un certain Paul d'Arigrand, mais il est donc entièrement développé dans ce roman-ci, puisque ce roman-ci traite uniquement du dîner. C'est un roman qui est assez court, il fait un petit peu moins de 200 pages et en fait dans ce dîner il y a à la fois Paul d'Arigrand et Philippe Besson bien sûr, mais il y a aussi la femme de Paul d'Arigrand qui est toujours la même qu'à l'époque et il y a également le compagnon actuel de Philippe Besson qui pour le coup lui est là depuis assez récemment. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce récit, c'est qu'en fait on a un énorme jeu de dupes et de faux semblants, c'est-à-dire que tout le monde en fait en gros, tout le monde est à peu près au courant de ce qui s'est passé, sauf que tout le monde fait un peu semblant. Ils essayent de se faire passer des messages. Voilà, tout est un petit peu fait sous forme de non-dit. J'ai beaucoup apprécié ça, je trouvais que c'était très bien écrit, que c'était hyper prenant. J'ai dû m'arrêter pour aller manger, mais sinon je l'aurais lu d'une traite. Donc voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé ce récit. J'ai mis la note de 19 sur 20, j'avais déjà adoré les autres, mais celui-ci est encore un petit cran au-dessus, de par justement, comme je vous ai dit, tous les jeux qu'il y a un petit peu dans le langage. Des messages qu'ils essayent de faire passer, etc. Donc vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande très grandement. Par contre pour moi il faut vraiment avoir lu Un certain Paul d'Arigrand et du coup Arrête avec tes mensonges avant pour mieux l'apprécier, parce que du coup ça y fait quand même très souvent référence, mais en tout cas pour ma part j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai donc lu La Mémoire de Babel, qui est le tome 3 de La Passe Miroir par Christelle Dabos. La Passe Miroir est une série dont on entend énormément parler sur YouTube et sur les réseaux sociaux de manière générale. Si vous ne la connaissez pas, pour faire simple, dans le premier tome, donc Les Fiancés d'hiver, on découvrait l'histoire d'Ophélie, qui est une jeune femme qui vient de l'Arche d'Anima. Elle a donc le pouvoir d'animer des choses, mais également de lire leur passé. Elle est une liseuse et elle peut également traverser les miroirs, d'où le titre de la saga. Et cette jeune Ophélie en fait va être promise à un homme qui s'appelle Thorn, qui vit sur le pôle, donc l'arche principale, sauf que le pôle est un univers glacial et qu'en gros Thorn est bien à l'image de ce pôle. Il est très froid, il ne se laisse pas approcher, il paraît très froid, très hautain, pas très sympa, et en plus de ça toute la cour de manière générale n'est pas très sympa, donc voilà, Ophélie se retrouve un petit peu propulsée dans tout ça et elle a du mal à trouver sa place, et surtout avec cet homme qui est censé devenir son mari. Donc voilà, j'avais plutôt bien aimé le premier tome et le second tome également. C'est une série que je prends plaisir à lire à chaque fois. Je crois que j'ai mis à chaque fois la note de 16 ou 17 sur 20 au tome, donc c'est vraiment une série que j'aime bien. Après, ce qui m'embête un peu avec cette série, c'est qu'à chaque fois je trouve qu'il y a le même problème de rythme. Je trouve que les tomes démarrent très lentement sur plusieurs centaines de pages et que tout s'accélère sur la fin. Je trouve ça pas très bien équilibré et c'est un problème que j'ai retrouvé dans tous les tomes de la série. C'est également plutôt le cas ici avec La Mémoire de Babel. Après, comme ça se passe sur une nouvelle arche, donc l'arche de Babel, ça m'a moins dérangé parce que du coup en fait Ophélie découvre complètement une nouvelle culture, une nouvelle manière de faire, une nouvelle académie, etc. Et du coup j'ai pris plaisir à découvrir tout ça avec elle, du coup ça a un petit peu atténué ce problème de lenteur. Sur la fin effectivement ça s'accélère un peu, mais c'était également moins
moins gênant je trouve que dans les tomes précédents, même s'il y a pas mal de choses nouvelles qui arrivent à nouveau. Et j'ai vraiment bien aimé tout ça. Je trouve en plus de ça qu'il se passe enfin des choses un peu plus entre Ophélie et Thorne, parce que quand même ça avance très lentement et j'ai souvent eu envie de les secouer pendant ma lecture de la saga. Mais voilà, en tout cas ça avance doucement, donc je suis contente d'avoir lu ce récit. J'ai à nouveau beaucoup aimé, je lui ai mis la note de 17/20. Je lirai avec très grand plaisir le dernier tome qui va sortir à l'automne, mais c'est vrai que je vais pas me jeter dessus à sa sortie, je le lirai très probablement en médiathèque comme ça avait été le cas pour les tomes précédents. Donc voilà, mais ça reste une série que j'aime quand même vraiment bien. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Strong Girls Forever par Holly Bourne, c'est publié aux éditions Nathan et c'est un roman que j'ai reçu de leur part. J'avais déjà reçu de leur part donc, le premier tome qui s'appelait Comment ne pas devenir cinglé, celui-ci est sous-titré Pourquoi ne pas craquer pour le mec parfait. En fait, Strong Girls Forever, c'est l'histoire d'un trio d'amis qui décide de monter le club des vieilles filles, qui est en gros un club féministe dans lequel elles parlent de différents sujets féministes. Et en plus de ça, donc, dans chaque tome, on suit un des trois personnages. Dans le premier tome, on découvrait le personnage d'Evie et en fait, le personnage d'Evie souffre de troubles obsessionnels du comportement non, de troubles obsessionnels compulsifs et du coup en fait ça prenait vraiment le pas sur l'aspect féministe je trouvais. Après ça m'avait pas spécialement dérangé parce que j'aime beaucoup le sujet qui était abordé et que j'ai trouvé que c'était très bien fait, donc voilà, ça m'avait pas vraiment dérangé. Malheureusement ça l'a beaucoup moins fait avec moi avec ce tome 2, je lui ai mis la note de 14/20, je crois que j'avais mis quand même la note de 17 au premier tome, donc il y a un bon écart. Dans ce tome 2 on suit le personnage d'Amber qui était, c'est vrai, pas forcément le personnage qui me plaisait le plus à la base. Amber est une jeune femme assez complexée parce qu'elle est très grande et que du coup voilà, elle a l'impression de ne pas pouvoir passer inaperçue et en fait elle va partir en vacances chez sa mère en sachant que sa mère l'avait abandonnée quand elle était plus jeune. Elle l'avait laissée en Angleterre avec son père pour pouvoir partir aux États-Unis refaire sa vie avec un homme et sa mère souffrait de gros problèmes d'alcoolisme. Donc voilà, Amber est quand même grandie dans ce contexte qui est quand même pas facile. Elle va donc aux États-Unis pour rejoindre sa mère qui a monté une sorte de club de vacances avec son nouveau mari et elle doit gérer en fait, être animatrice de colo, enfin du camp de vacances avec d'autres jeunes américains et il va donc y avoir une petite histoire d'amour comme on peut s'en douter vu le sous-titre. J'étais très déçue par ce tome-ci parce qu'en fait j'ai trouvé que tout était soit très prévisible soit complètement improbable et pas du tout crédible. Je trouve ça dommage parce que j'aimais vraiment bien ce qui était proposé avec cette histoire de mère qui abandonne sa fille, des problèmes d'alcoolisme, etc. Il y avait quand même de bons thèmes à nouveau à aborder mais ça l'a pas fait avec moi et j'ai trouvé que voilà, toute l'histoire un peu américaine était trop cliché pour moi, ça l'a pas fait, voilà. Après je dirais quand même donc le dernier tome qui, parce que vu qu'en plus ça s'attaque encore à un autre personnage, j'espère accrocher plus avec Lottie comme ça avait été le cas avec Evie qu'avec Amber du coup, mais voilà, en tout cas pas trop une réussite pour moi avec ce second tome, mais j'avais vraiment bien aimé le premier. Après ça j'ai donc lu Maisie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés, c'est publié aux éditions 10-18 et c'est écrit par Jamie Attenberg. C'est un roman que j'avais repéré à sa sortie en grand format aux escales et ensuite quand il était ressorti en poche il y a ça maintenant presque 2 ans. J'ai mis un petit peu de temps à lire parce qu'en plus je l'ai acheté quand même peu de temps après sa sortie. Voilà. Pour ce qui est de l'histoire en fait, Jamie Attenberg pour ce récit il s'est basé uniquement sur un article de journal qui était un article qui parlait d'une certaine Maisie qui venait en aide au SDF à New York. Dans les années 1920-1930 et notamment autour du krach boursier, etc., au moment où pas mal de personnes se sont retrouvées en fait à la rue. J'étais curieuse de découvrir ça. J'ai vraiment été plutôt satisfaite puisque du coup donc, en fait, il y avait uniquement cet article de journal, donc il n'y avait pas plus d'informations que ça. Et après tout le reste a été créé autour de ce personnage. Le récit est sous forme un petit peu épistolaire dans le sens où en fait on alterne entre des parties qui sont comme des extraits de journal, du journal de Maisie et puis après on a également des personnages qui, enfin c'est comme s'ils avaient interviewé en fait d'autres personnages qui ont côtoyé Maisie ou qui ont entendu parler d'elle pour avoir un avis un peu plus complet autour du personnage. Ça se passe sur pas mal d'années, ça commence en 1907 pardon, et ça finit en 1939 je crois si je dis pas de bêtises, donc voilà c'est quand même ouais c'est 1939 donc ça se passe quand même sur pas mal d'années. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maisie qui vient donc en aide au SDF notamment, mais c'est qu'une partie, toute son histoire, le New York de l'époque qui est décrit à travers elle, la forme d'écriture, etc., tout ça j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Après c'est vrai que c'est un récit dans lequel il se passe pas forcément énormément de choses et qui est pas mal écrit sous forme de narration. Il y a
des dialogues, mais il n'y en a pas tant que ça. Après voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. Je trouve c'est un peu dommage par contre que la fin soit aussi abrupte, parce que j'aurais aimé qu'il se passe plus quelque chose à la fin et pas juste bon voilà c'est fini. Mais ça reste un récit que j'ai vraiment bien apprécié. Comme je disais, j'ai aimé surtout le personnage de Maddie, le New York de l'époque, l'action qui a été faite et puis le concept vraiment qu'il y a autour de ce récit. Donc voilà, j'ai mis la note de 16 sur 20. Et après, donc pour terminer, j'ai donc lu Mon Éden par Hélène Duvart. C'est publié aux éditions du Muscadier dans leur collection Restez vivant, et c'est Hélène Duvart directement qui m'a contactée pour me demander si ça m'intéressait de recevoir son récit. Par les thèmes qui étaient abordés, j'ai dit oui, et je suis très contente d'avoir lu ce récit parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, on va suivre dans l'histoire le personnage d'Erwan, qui est un adolescent, il a je crois 16 ans, et sa sœur jumelle Eden vient de se suicider, enfin elle s'est suicidée il y a quelques mois, et donc il est en pleine période de deuil, il a énormément de mal à faire le deuil de sa sœur. Il va tomber sur le journal intime de sa sœur, et donc en fait on va suivre ici aussi plusieurs narrations. On a d'une part une narration classique, on va dire, dans la peau du personnage d'Erwan et de ce qu'il ressent et des difficultés qu'il a à faire son deuil. On a également des passages du journal intime de sa sœur Eden, et puis on a également des extraits de sites internet. Alors ils ne sont pas tous de vrais sites internet, mais donc certains sur la gémellité et d'autres sur infoprévention.fr avec le suicide, le deuil, etc. J'aime vraiment bien la manière qui a été faite au niveau de la mise en page avec les pages de journal qui sont vraiment comme ça. Et ensuite quand on repasse sur de la narration plus classique, c'est un récit également dont j'ai beaucoup apprécié l'écriture, que j'ai trouvé très incisive et très directe, et je trouvais que ça collait vraiment bien avec le personnage d'Erwan qui est très tourmenté par tout ce qui s'est passé, et voilà, je trouvais que ça lui correspondait très bien. Il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers ce récit, j'ai versé ma petite larme surtout à la fin, donc voilà, mais en tout cas vraiment une réussite. Je trouve que voilà, ça abordait très bien le sujet du suicide, de la perte de sa sœur jumelle qui était pour lui vraiment son double, la femme parfaite. Enfin voilà, il idéalisait énormément sa sœur. Elle s'appelait Eden, et voilà, pour lui elle correspondait très bien à ce prénom. Donc ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai mis la note de 17 sur 20 et je remercie grandement donc du coup Hélène Duvart et les éditions Le Muscadier pour cet envoi. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça a été au niveau du bruit, du vent, etc. La première fois que j'ai essayé de vous le filmer, il y a un voisin qui a passé 3 heures à tailler sa haie. Du coup, j'ai dû tout annuler. Enfin bref, mais j'espère que cette fois-ci ça ira. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!